Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 17 novembre 2023. Au sommaire cette semaine, une grande conversation avec 8 responsables de la cybersécurité en entreprise et on parle vraiment des vraies affaires et un gros merci d'ailleurs aux gens de la firme conseil Novipro qui ont rendu possible cette grande discussion. Question de lui rendre un dernier hommage, je vous propose une entrevue avec Carl Tremblay qui nous avait parlé de sa passion pour le jeu vidéo. Sinon, mes collègues sont aussi présents. Il y a Stéphane Ricoul qui va nous parler des perspectives de l'intelligence artificielle pour 2024 dans le secteur des manufacturiers. Et puis Jean-François Poulain nous amène en Chine avec son invité pour parler de design et d'expérience utilisateur. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations à Denis Sirois, Normand Lessard, Claude Bugeaud, Brigitte Gay et Catherine Forget. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. J'aurais pu commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine en parlant de l'événement Ignite de Microsoft, ce qui s'est tenu cette semaine et qui a permis aux géants américains d'annoncer une centaine de nouveautés. Mais ça, je vais y revenir avec mon collègue Jérôme Colombin dans un instant. Non, je vais plutôt aller avec la nouvelle offensive d'Amazon dans le monde de l'automobile. On a appris cette semaine qu'Amazon s'associait avec le fabricant sud-coréen Hyundai pour permettre aux clients américains de commander des véhicules Hyundai en ligne dès l'année prochaine. Cette initiative démontre les efforts d'Amazon pour percer dans le secteur automobile, offrant une option de vente directe aux consommateurs, une approche encore peu répandue chez les constructeurs traditionnels. Les clients pourront choisir leur véhicule Hyundai en ligne en sélectionnant le modèle, la couleur et évidemment des options et finaliser leur achat via Amazon avec leur option de paiement et de financement. Ils auront ensuite le choix de récupérer leur voiture chez un concessionnaire local ou de se la faire livrer directement à domicile comme un paquet d'Amazon. Je ne sais pas s'ils ont l'Amazon Prime avec une livraison en un jour, ça c'est pas indiqué. Cette collaboration introduira également la technologie Alexa d'Amazon dans les véhicules de Hyundai à partir de 2025, permettant aux conducteurs de demander des mises à jour du trafic et des bulletins météo. Mais ce n'est pas la première fois que les deux entreprises travaillent ensemble. En 2016, je me souviens, Amazon avait créé le programme Prime Now, Drive Now pour réinventer en quelque sorte l'expérience d'achat de voitures. Le programme encourageait les clients à s'inscrire pour essayer une voiture, mais cette fois, ils n'avaient pas à se rendre chez le concessionnaire. C'est la voiture qui était livrée à leur domicile par un représentant d'Amazon Prime Now. L'objectif de la campagne était d'améliorer l'expérience d'essai routier des clients en leur faisant gagner du temps et en allégeant une partie de la pression liée à l'achat d'une nouvelle voiture. Et on peut parler d'un nouvel effort, en quelque sorte, dans le secteur automobile, puisque Amazon offre déjà 2 autres destinations dans le secteur, soit Amazon Showroom, Amazon Salle d'exposition, si vous voulez, et Amazon Garage. Amazon Showroom, c'est une destination de recherche automobile où on retrouve évidemment les voitures de Hyundai, mais aussi des Dodge, des Jeep, des Mitsubishi, des Nissan et des Volvo. Et pour ce qui est de Amazon Garage, c'est un moyen permettant aux clients de découvrir plus facilement des pièces et des accessoires automobiles conçus spécifiquement pour leur véhicule. Cette semaine, dans le procès de Google versus le gouvernement américain, on a eu droit à de nouvelles informations importantes. Amené à témoigner, le principal expert en économie qui témoignait pour Google, Kevin Murphy, qui est un professeur à l'Université de Chicago, il a dévoilé, au grand malheur de Google, que le géant américain de la recherche versait 36% de ses revenus publicitaires générés dans l'environnement du furteur Safari de Apple, ce qui s'ajoute aux 18 milliards de dollars US que Google paierait à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Imaginez de quoi s'assurer de bonnes relations de partenariat.
Cette semaine, on a également entendu parler d'IA et de météo. C'est DeepMind, la filiale d'intelligence artificielle de Google, qui était l'objet d'un article dans le magazine Science, article dans lequel on découvre que l'outil permet de faire des prévisions météorologiques précises sur 10 jours, et ce, en moins d'1 minute, comparativement à ce qui est fait aujourd'hui avec un super ordinateur et qui prend des heures de calcul. L'avantage de GraphCast, c'est le nom de l'appareil ou du système, c'est qu'il se base sur 4 décennies de données météorologiques pour arriver à son analyse. Une méthode qui lui permet de prédire avec plus de précision des événements météorologiques extrêmes comme les températures extrêmes et la trajectoire des cyclones. Par exemple, en septembre dernier, GraphCast avait prédit l'impact de l'ouragan Lee sur la Nouvelle-Écosse 9 jours à l'avance, alors que les prévisions traditionnelles ne pouvaient voir ce scénario que 6 jours avant l'arrivée de l'ouragan. Et je termine cette revue de l'actualité numérique de la semaine sur une note un peu personnelle. Cette semaine, j'ai annoncé la fermeture de Radio Mon Carnet. C'était prévu, ça devait être une expérience d'1 an, eh bien, on y arrive. J'ai fermé ma web radio après une belle année qui m'a permis de tester des concepts, de faire des expériences et de mesurer aussi l'intérêt de l'audio sur demande par rapport à l'audio en continu en 2023. En moyenne, il y avait 300 personnes qui venaient chaque semaine écouter la radio de 2 minutes à 8 heures par jour, dépendamment des utilisateurs, à un moment ou un autre de la journée. La grande majorité était du Canada, mais j'en voyais également passer de France, d'Allemagne, de Belgique et même de Russie. Merci à mes complices du podcast Mon Carnet qui ont accepté de jouer le jeu avec moi et de proposer leur contenu sur Radio Mon Carnet. Et je voulais aussi remercier Jean-Sébastien Esposito de Resume pour l'habillage sonore de la web radio. Il avait réussi à mettre des notes sur une idée que j'avais. Alors, merci à lui et son équipe. Alors voilà, je voulais vous le dire à vous parce que vous étiez certains parmi les plus fidèles auditeurs de cette radio, mais je vous rassure, bien que la web radio éteint son microphone, ben le podcast, lui, le blog et l'infolettre Mon Carnet, ben ils poursuivent tous leur chemin respectif. La tech en continu. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin à Paris. Il est l'animateur et producteur du podcast Monde numérique pour notre débrief transatlantique de la semaine. Bonjour Bruno Guglielminetti. Bonjour Jérôme Colombin. T'as vu, mon entrain comme ça, c'est pour que ma voix porte jusqu'à toi, jusque de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal. Bon, on se retrouve comme chaque semaine, Montréal-Paris, Paris-Montréal, pour cette séquence diffusée à la fois dans ton podcast Mon Carnet et dans Monde numérique. Tu sais que c'est l'aller-retour le moins cher sur le marché, hein? Oui, ça je te confirme. Pour les gens qui nous écoutent, là. Ouais. Non, c'est gratuit. Là, vous traversez l'Atlantique, un très bon marché. De quoi on parle, Bruno, cette semaine? J'ai eu une pensée pour Johnny Hallyday cette semaine. Ah bon? Alors, oui. Je suis pas du tout au courant, alors. Ah non? OK. Pourquoi? Je t'explique. Il y avait un événement qui maintenant est un rendez-vous annuel chez Microsoft qui s'appelle Ignite. Ouais. Et la seule chose qui venait en tête, il y a eu tellement de nouvelles, c'était un feu d'artifice, cette affaire-là. Ah, j'avais juste la donc pièce musicale d'allumer le feu de Johnny Hallyday. Ouais, je pense que... Non, mais avoir fait une vidéo, là, c'est ça que j'aurais envoyé dessus, le refrain, là. Parce que, écoute, Microsoft était... Ils en ont mis partout, comme on dit. Ah oui. Puis voilà. Pas tellement visuellement, hein, mais au niveau des annonces. Des annonces. Et dans plus de 100 nouveautés, plus d'une centaine d'annonces. Alors, c'est surtout des annonces professionnelles, faut bien le dire. Ouais. Mais il y a beaucoup de trucs pro, mais c'est vrai que moi j'ai noté plein de choses. Il lance des processeurs, il lance un nouveau processeur, une puce pour l'intelligence artificielle dans le cloud. Il lance, je viens d'en parler dans Monde numérique, un truc très rigolo qui transforme l'arrière-plan dans Teams pour ranger ton bureau et décorer ton arrière-plan en réalité augmentée. Et classer tes bouquins par ordre alphabétique. Voilà, tu vois, on pourrait faire un peu exactement comme l'image que j'ai devant moi puisque je te vois au moment où je te parle. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Ah non, et c'est carrément la renaissance
même s'il est très jeune, de leur intelligence artificielle Copilot, qui a longtemps été marqué comme étant, et à chaque fois que j'en parle, je me pose toujours la question, c'est Chat Bing ou Bing Chat? Ouais, c'est Bing Chat, je crois. Oui, exactement. Mais la marque est tellement forte qu'on arrive. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est tellement pas connu que on mélange. C'est pas vieux. En même temps, Bing Chat, ça a été lancé au début de l'année. C'est tout jeune. Mais quand ils l'ont lancé, parce qu'ils ont fait ça en vitesse, lorsqu'ils ont eu leur entente de commercialisation de l'outil de OpenAI dans leur suite. Alors, tout de suite, ils ont mis ça sur le moteur de recherche en disant, c'est Bing Chat. Voilà, c'est là. C'est votre chat GPT à vous dans votre environnement Edge. Mais là, c'est les lettres de noblesse de l'outil parce que c'est du Copilot partout. Ça veut dire que c'est l'intégration, on en avait déjà parlé respectivement dans nos programmes. Déjà, on les déclinait dans l'ensemble de la trousse de bureautique de Office, sauf que là, maintenant, puis ça devait être avec une solution payante, mais là, c'est le grand déploiement. Écoute, Copilot, par défaut, qui allume dans les systèmes Windows 11 et Windows 10, autre grosse nouveauté, c'est pas rien, là. Ça veut dire que ton système d'exploitation, maintenant, il est en permanence branché sur un assistant intelligent que tu décides d'activer ou pas, et à certains moments ou tout le temps. Alors, on est vraiment en train de changer l'expérience. Et moi, quand j'ai vu ce moment de Copilot dans la présentation de Microsoft, j'avais une bonne pensée pour Apple, qui est déjà à la traîne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bon, Tim Cook a confirmé qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais là, quand tu parles d'un système d'exploitation qui carbure à l'intelligence artificielle, le prochain OS là, de Mac, il va falloir qu'il se lève de bonne heure pour nous surprendre. Exactement, parce qu'ils sont très en retard du côté de Mac. Alors c'est vrai que on rappelle que Microsoft est actionnaire de OpenAI, la maison mère de ChatGPT. À coût de 4 ou 5 milliards là, maintenant. Ceci explique cela. Et donc, exit Bing Chat, tu l'as dit, qui désormais s'appelle Copilot, et il y aura du Copilot partout. Et il y a notamment une démo en vidéo qui était présentée. Moi, j'ai bien aimé, je sais pas si tu as vu ça. C'est même Copilot dans le masque HoloLens de Microsoft. Alors c'est très professionnel, hein. C'est en l'occurrence les exemples qu'ils prennent, c'est pour des techniciens de très haut niveau qui réparent des machines très compliquées, qui ont besoin d'accéder à des mode d'emploi, à de la documentation technique. Avec HoloLens, ils avaient déjà une représentation en réalité augmentée, donc qui venait en surimpression du monde réel. Mais quand ils avaient besoin de se documenter, il fallait qu'ils aillent chercher un peu comme sur Bing, enfin sur un moteur de recherche. Et là, ça devient interactif et on voit des techniciens qui posent des questions. Oui, alors je suis devant la tuyère numéro 4284, c'est allumé en bleu. Qu'est-ce que je fais? Il pose la question et le Copilot lui répond. C'est incroyable. Mais c'est drôle parce que pour la même vidéo que je regardais... Je romance un peu là, hein, mais non, qu'on comprenne bien. Hein. Oui, mais bon, j'ai vu la vidéo et ça ressemble pas mal à ça. Hein. Il manque juste la musique, par exemple. T'as oublié la musique. Voilà, il manque la musique. Je peux pas te faire la musique en même temps, je suis désolé. Je suis pas branché sur Copilot encore. Non, mais moi, j'avais une bonne pensée pour cet employé-là, ce spécialiste qui avait le casque sur la tête, parce que moi, je me suis dit, j'espère que Copilot va moins halluciner à l'occasion que ChatGPT. Parce que t'imagines, t'es en mode professionnel, en train de bidouiller dans le truc. C'est des équipements qui coûtent des centaines de millions d'euros. Et t'imagines, il te dit, mettez le fil vert sur le fil bleu, en fait, c'est le contraire. Ouf! Et voilà. Non, mais c'est ça. Alors, je me disais, ouais, il y a une partie de science-fiction là-dedans, là, mais quand même, on s'en va vers là, et tranquillement, pas vite, j'espère, à la vitesse de toute façon que ces intelligences artificielles arrivent à produire de la réponse, j'imagine qu'il faudrait juste rajouter une milliseconde de vérification dans tout le processus pour s'assurer que l'information qu'on va donner dans cette utilisation professionnelle qui va être payante, que au moins l'information sera validée parce que... Écoute, après, bon, ça c'est le défi que vont avoir plein d'entreprises qui veulent développer leur propre intelligence artificielle, mais avec leur data à elles. Et il faut être sûr, comme tu le dis, qu'ils n'hallucinent pas. Alors, t'as vu, il y a aussi autre chose. Il y a le Copilot Studio. Avec ce que tu viens de dire, c'est ça. Avec ce que tu viens de dire, Copilot Studio, c'est exactement l'opportunité qui est donnée aux gens. C'est encore une autre annonce. Hein. C'est des IA sur mesure, quoi. C'est des copilotes sur mesure.
Alors, on espère encore là, pas trop d'hallucinations. Mais donc, c'est la possibilité. Mais ça, écoute, au niveau du timing, là, pour citer Shakespeare, fallait le faire. Parce que la semaine passée, c'est ChatGPT qui offrait la même affaire. Là, Microsoft arrive avec le même service, sauf que c'est rebrandé, pour utiliser encore Shakespeare, à la mode Copilot. Alors, et puis, juste pour la petite histoire, hein, se créer des intelligences comme ça, personnalisées, ça existe depuis un moment. Si vous utilisez POE, P-O-E, ça fait longtemps que vous pouviez en faire une, mais là, ce sont j'allais dire les deux. Non, c'en est un qui permet à l'autre de faire aussi ce service-là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une vraie tendance. On va vers des intelligences artificielles sur mesure. Et tu le disais, ça existait. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'il y a des startups qui proposaient ces services-là et qui, là, en quelques heures, depuis que ChatGPT a annoncé ses GPTs, les startups ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Et là, ça va être pareil pour Microsoft, en fait. C'est moins développé, je pense, dans l'écosystème Microsoft encore. Ouais, mais ça te rappelle pas une certaine époque où il y avait des gros joueurs de l'Internet et c'était une pluie de startups. Puis aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui lançait un nouveau service, qui était copié sur une petite, poup, il y en avait 10 qui fermaient. Ben, c'est l'histoire de la tech, tout le temps. Avec le smartphone, ça arrive tout le temps. C'est arrivé avec Windows Phone, c'est arrivé avec Android, c'est arrivé avec Apple, avec iOS évidemment. Des petites applis qui faisaient des trucs sympas sur l'iPhone, et puis tout d'un coup, hop, Apple intègre la fonction dans le système. Toutes les startups se cassent la figure. Voilà. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont apprendre de cette plus récente leçon, parce que à trop se coller vers l'original et à trop dépendre de l'original, ça revient un peu à l'histoire dont on parlait la semaine passée, la dépendance de l'écosystème autour de la bête. Alors, il faut être prudent par rapport à ça. Tu as tout à fait raison. Jérôme, c'est beau Microsoft et Ignite, allumer le feu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton podcast après qu'on soit parlé, là? Dès qu'on aura raccroché, là? Ouais. Oui. Eh bien, écoute, moi, je parle encore d'intelligence artificielle. Désolé, mais voilà, parce qu'il y avait une grande conférence à Paris, à Station F. Station F, c'est l'incubateur de start-up créé par Xavier Niel. Et alors là, ils mettent les petits plats dans les grands. Xavier Niel, Eric Schmidt, l'ex-patron de Google, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, plus les principales startups françaises et européennes spécialisées dans l'IA, tout ce petit monde rassemblé pour faire plein de tam-tam autour de l'intelligence artificielle, et j'en parle notamment avec la responsable de l'intelligence artificielle au sein du groupe Iliad, donc le groupe de Xavier Niel. Et puis je parle aussi d'identité numérique et je parle de cybersécurité, notamment de SSO. Je suis sûr que tu sais pas ce que c'est que le SSO. Non, j'en ai aucune idée. Eh ben, je t'invite à écouter, comme ça tu sauras. Okay, et toi, de quoi parles-tu? J'invite mes auditeurs à aussi écouter pour qu'on soit un petit peu plus intelligent. Écoute, deux choses très importantes. D'une part, c'est un peu spécial. J'ai, grâce à la collaboration des gens de chez Novipro, j'ai réuni 8 patrons de services informatiques et de cybersécurité dans leur entreprise. On parle de très grandes entreprises ici au Québec et j'allais dire, de grandes PME aussi, là. Mm-hmm. Et ces gens-là, sous le couvert de l'anonymat, se lancent dans des confidences par rapport à la cybersécurité dans leur organisation. Wow. C'est quelque chose, je donne aucun nom d'entreprise, mais ce qu'on entend là, c'est pas piquer des verres. Ça va faire réfléchir beaucoup de gens qui sont en charge de cybersécurité. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, tu sais, Jérôme, qu'au Québec, on est en deuil. Il y a Carl Tremblay, des Cowboys fringants, qui est décédé. Alors lui, à part d'être un chanteur d'un groupe qui a marqué 25 ans au Québec, c'est un geek, c'est un développeur de jeux vidéo. Et un petit peu avant la pandémie, Carl et moi, que je connaissais de l'époque à la télé, qu'on animait sur une émission Musique Plus. Tu connais tout le monde au Québec, je sais. Ouais. Mais donc, Carl, je l'avais invité pour qu'on parle de jeux vidéo. Et puis, je me suis dit que c'était un bon coup de chapeau à lui faire. Alors, c'est ça. C'est le contenu de mon carnet cette semaine. Eh ben, écoute, c'est parfait. Donc, continuez à écouter Mon Carnet si vous êtes sur Mon Carnet. Continuez à écouter Monde Numérique. Et puis, dès que vous avez fini, vous passez sur l'autre. Exactement. Voilà. Salut Bruno. À la semaine prochaine. Salut Jérôme. À la semaine prochaine. Bye.
Alors là, je vous propose quelque chose de vraiment spécial. Je vous présente une rencontre avec 8 directeurs responsables des TI et de la cybersécurité respectivement dans 8 grandes entreprises et PME québécoises pour vraiment discuter des vrais enjeux de cybersécurité en entreprise et de leurs réalités respectives. J'ai choisi d'avoir une discussion sous le couvert de l'anonymat avec eux. Eux, ils se sont vus, certains même se sont reconnus, mais pour la richesse de la conversation, pour l'honnêteté des propos, la liberté de parole sur une question tout de même délicate de la cybersécurité dans leur milieu respectif, vous ne connaîtrez pas leur nom ni celui de leur employeur. Et cette discussion, elle a été rendue possible, et je tiens à les remercier, grâce à la grande collaboration de la firme conseil Novipro qui a réussi à convaincre mes 8 invités à jouer le jeu. Et d'ailleurs, parlant de Novipro, j'ai demandé à Roger Ouellette, d'ailleurs le seul que je vais identifier, qui est directeur de la pratique sécurité chez Novipro, de participer à cet échange pour commenter ce qu'on entend. Allez, sans plus tarder, on va retrouver mes invités. Est-ce qu'il y a des choses dans le domaine de la cybersécurité qui vous empêchent de vous endormir? Le pire scénario que je vois, c'est vraiment l'attaque ransomware. C'est celle qui... puis parce qu'il y a eu également différents incidents là, au Québec au cours des derniers mois, même année, c'est vraiment ce qui nous fait le plus peur. Même la préparation par rapport à ce genre d'incident-là, c'est vraiment là... en tout cas, ce qui me fait faire des cauchemars, même des fois, c'est de dire OK, ça peut-tu nous arriver? Est-ce qu'on est prêt? C'est quoi notre plan par rapport à ça? Donc, je dirais que pour ma part, là, c'est vraiment l'incident. Parce que la panne technique ne me fait pas nécessairement peur. Ça va arriver, on sait quoi faire, les plans sont là. Mais ce type d'incident-là, c'est vraiment celui-là qui nous fait le plus peur. Oui, mais également, le ransomware est quand même quelque chose d'assez effrayant. Puis surtout de savoir si nos systèmes, nos sauvegardes sont bonnes, est-ce qu'ils ont été testés. Je travaille dans le domaine manufacturier, on a 50 sites à travers le monde, donc des VPN partout. À quel point ça peut se propager et également la pression de la business le lendemain de savoir qu'eux ils veulent toujours avoir un ETA quand on va être prêt. Puis honnêtement, j'en ai aucune idée. Essayer de l'estimer, de faire un scénario complet de disaster recovery, c'est, je dirais pas pratiquement impossible, mais bon, c'est quand même, je dirais, c'est plus la pression de la business qui me fait peur que le ransomware lui-même, je dirais. Moi, c'est bizarre, c'est de se dire, est-ce que je suis assez protégé? Est-ce que ce que j'ai mis en place répond aux possibilités, aux risques? Parce que c'est sûr et certain qu'on va se faire attaquer, là. Nous, on s'est fait encrypter une machine en début d'année, cette année, puis on était convaincus, mais c'était une faille avec VMware qui était exploitée, puis on était dans les processus de mise à jour et tout ça, puis ça a passé. Ils n'ont pas été capables d'accéder à l'information, mais ils ont été capables d'accéder à la machine en tant que telle et de l'encrypter pour qu'on soit pas capable d'aller la chercher. On était chanceux, on a été capable de tout bloquer, tout ça, mais c'est de savoir le niveau de sécurité. Est-ce qu'il est assez... Qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-tu assez correct? Et ce que je trouve difficile, puis c'est ce que j'expliquais tantôt avec d'autres personnes, c'est que on fait affaire avec des entreprises spécialisées qui vont nous faire des pentests. Moi, je veux pousser le pentest jusqu'au point tel de dire Greybox, là, je veux que, avec l'infrastructure de sécurité que j'ai en place, là, essaie de rentrer. Je te donne 3 ordinateurs, je te donne un compte d'usager qui était fiché, là, comme si c'était du phishing. Et puis, entre chez nous, puis essaie de faire de quoi pour voir où est-ce qu'ils sont. Et à chaque fois, je me fais toujours dire, bon, OK, ben pour nous aider, peux-tu mettre telle exception pour qu'on puisse passer ça? Puis pas. Là, je me dis à chaque fois, c'est sûr et certain que si je me mets des exceptions partout, tu vas finir par rentrer partout, puis ça va marcher, mais tu me réponds pas à ma question à savoir est-ce que ce que j'ai en place présentement est assez suffisant pour que le niveau de risque que j'accepte de prendre est bon. Fait que là, c'est là quand tu vas sur le marché et que tu essaies de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est très difficile d'avoir un retour puis de savoir exactement, OK, ben j'ai mis les bonnes solutions en place pour le niveau de risque que je suis prêt à accepter et
jusqu'à où est-ce que je suis prêt à remonter, puis quoi remonter, puis quand remonter, puis en même temps aussi de faire comprendre aux exécutifs dans l'entreprise les impacts des décisions jusqu'au niveau du risque qu'on est prêt à prendre. Parce que l'enjeu premier, c'est quoi l'investissement qu'on veut faire, jusqu'à quel niveau de sécurité, puis qu'est-ce que les exécutifs s'attendent aussi de son équipe TI par rapport à un incident quand une chose comme ça va arriver. Parce que c'est pas est-ce que ça va nous arriver, c'est oui, ça va nous arriver, mais quand est-ce que ça va nous arriver et jusqu'à quelle limite que ça va, jusqu'à où est-ce que on va avoir arrêté l'hémorragie, là. C'est quand est-ce que ça va arriver. Fait que je dirais que pour moi, en tout cas, c'est là qui est mon stress au quotidien. C'est de savoir, mes processus, est-ce qu'ils répondent bien? Est-ce que mes outils répondent bien? Est-ce que je suis prêt jusqu'au niveau de risque que j'ai accepté de prendre? J'ai tout ce qu'il me faut. Puis quand je demande de me faire tester ou de me faire valider, j'ai pas le retour qui me garantit de me dire OK, on peut te garantir à 80%. C'est sûr qu'il n'y a pas rien qui est infaillible, mais au moins que je sache que j'ai quand même donné assez du fil à retordre à la personne qui va rentrer pour que moi, ça me donne le temps de réagir. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec tout ce que vous avez mis en place, tous les tests que vous faites, ça reste encore quelque chose qui vous inquiète. Puis aussi, malgré tout, je sais que nous, on est en implantation de différents outils justement pour améliorer notre posture en sécurité, que ce soit rajouter des couches de sauvegarde ou des trucs comme ça. On essaie de se remettre à jour sur à peu près tout ce qu'on a au niveau système. Mais honnêtement, un des maillons faibles, si on peut dire, à ce niveau-là, ça va rester l'utilisateur. Ça va rester la personne qui va recevoir le courriel, qui va se dire « Ah, ça, c'est un... il me semble que ça a l'air d'être une facture d'un fournisseur que je connais. Clique dessus, finalement. Ah, non, ce fournisseur-là s'est fait hacker. Et là, on rentre dans notre analyse. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Fait que c'est vraiment... Est-ce que non seulement nos outils sont prêts, mais est-ce que nos utilisateurs aussi sont prêts à répondre à ce genre de situation-là? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont capables de reconnaître qu'est-ce qui est une potentielle attaque et qu'est-ce qui est tout simplement un système qui a mal été configuré, qui envoie des courriels sans aucune customisation, mais finalement, oui, ce fournisseur-là, les nouvelles factures, vu que c'est un nouveau système, c'est envoyé bête et méchant, un fichier PDF avec pratiquement aucune information dans le courriel. On en a vu, c'est ça le pire. Puis, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Puis c'est une formation qui est pratiquement continue, qu'on n'a pas le choix de donner. Puis on aura beau être prêt au niveau de nos systèmes, j'ai l'impression que ce maillon faible-là de la sécurité, aussi fort, on va essayer de le rendre avec des formations, avec des tests, avec des rappels. Il y a toujours un petit doute qui va être là, puis veut pas... Aujourd'hui, le marché, changement de personnel, il y a des nouveaux employés qui rentrent, ils ne sont pas habitués avec nos manières de faire. Il y a des employés qui quittent, pas toujours volontairement, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Est-ce qu'il va y avoir un risque à ce niveau-là? Fait que c'est toutes sortes de choses. Moi, c'est vraiment à ce niveau-là, non seulement les outils, oui, mais aussi les différentes personnes en arrière des claviers puis en arrière des différents appareils. Il y a ça aussi, là, un certain risque à ce niveau-là, là. En fait, pour enchérir sur les employés que tu sais jamais si tu peux te fier comme ça eux, parce que moi, on a une équipe de développeurs, tu sais, puis eux sont très réfractaires aux règles de sécurité, là, tu sais, il faut qu'ils soient admin sur leur poste, il faut qu'ils aient accès à tous les outils, ils veulent aucune restriction, puis ils veulent pas développer sans avoir ces permissions-là, puis tu essaies de leur faire comprendre comme non, tu sais, puis systématiquement, quand je regarde comme dans les rapports comme de mes outils d'EDR et ces choses-là, mais il y a toujours des affaires qui passent au travers de leur poste. Puis t'as beau leur dire, t'as beau comme les sensibiliser, mais il y en a qui restent réfractaires parce qu'ils s'est changé leur façon de travailler, là, comme qui est difficile. Là. Je renchéris aussi là-dessus. Moi, la chose qui me fait le plus mal dormir, c'est mes utilisateurs. Encore ce matin, un email de mon supposé président qui voudrait qu'on aille acheter des cartes cadeaux. Fait que c'est toujours de l'éducation envers mes utilisateurs. J'ai vu
aberrations, de gens qui se mettent à forwarder puis donner des numéros de téléphone de d'autres employés parce qu'ils sont trop occupés pour pouvoir acheter des cartes. Moi, personnellement, c'est la partie la plus difficile dans la gestion. Le technique, malgré que ce ne sera jamais parfait, on met les efforts pour. Puis on le gère. L'employé, lui, il clique, je le gère pas. Moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, là, mais là, il y a des gens qui utilisent naturellement faire un genre de spoofing du courriel interne. Moi, j'ai été d'ailleurs victime. Il y a quelqu'un qui a envoyé un courriel aux ressources humaines en se faisant passer pour moi avec un nouveau talon de dépôt de paye pour dire s'il te plaît, peux-tu changer ma paye, la déposer maintenant dans ce compte-là. Là. Donc, c'est pour montrer à quel point ils sont rendus là. C'est sophistiqué, puis ils sont de plus en plus capables de reproduire. Là, nous-mêmes, mon exécutif m'a demandé, y a-t-il moyen où est-ce qu'on peut certifier que le courriel vient vraiment de l'intérieur et que ça a été comme... même si tu passes avec des outils où est-ce que ça te marque dans le haut, ce courriel vient de l'extérieur ou tout ça, ils ont trouvé des façons de contourner, d'être capables d'aller contourner ça, puis de faire comme si le courriel vient de l'interne. Donc... tu sais, on est obligé d'aller rendu dans des subtilités, dans les logos, les choses comme ça pour dire aux gens, ben si vous voyez ce type de logo-là qui est pas public, qui est seulement qu'à l'interne, ben vous savez que ça vient carrément de l'interne. Mais je sais plus, on vient qu'à essayer de trouver des façons, tu sais, différentes de pouvoir dire crime, parce que la technologie, puis en plus, encore plus inquiétant, je ne sais pas pour vous autres, mais avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente, il y a des côtés positifs à ça, mais il y a un côté négatif aussi. Donc, c'est de voir comment on va coper avec ça au quotidien. Oui, puis non seulement ça, et nous, on en a vécu là, des situations comme ça où, justement, on a eu un courriel qui avait l'air de provenir de l'interne. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas juste nous à l'interne, c'est aussi nos fournisseurs, c'est aussi nos clients, parce que nous, ça nous est arrivé, on a un fournisseur qui s'est fait hacker son compte de courriel carrément, et la personne a réussi à se mettre dans le milieu. Donc, attaque man in the middle, qu'on appelle. Puis, a réussi à rediriger des paiements ou des trucs comme ça dans un compte qui n'était pas du tout celui de notre fournisseur. Nous, de notre côté, on a vérifié nos choses, tout était clean. Mais c'est le fournisseur de son côté, il n'a pas fait ses validations, pas fait ses trucs. Puis, on s'en est rendu compte, mais une fois qu'il y a eu un ou deux paiements, ils ne se sont pas rendus d'un compte. On a été chanceux dans notre malchance, on a réussi à récupérer l'argent, mais ça reste que... Il y a un risque là aussi, puis c'est pas juste à l'interne de notre entreprise, c'est avec tout l'écosystème avec lequel on travaille, que ce soit les fournisseurs, les clients, même des fois les partenaires avec qui on travaille. Il faut que tous ces gens-là soient sur la coche, comme on dit, soient quand même au fait, ou soient bien protégés, soient bien conscientisés des risques qu'on a, qui augmentent depuis de nombre d'années de plus en plus, à faire affaire avec l'informatique. On fait affaire avec l'international, donc différents endroits n'ont pas les mêmes manières de faire, le même niveau de risque. Fait que c'est ça aussi. Là. Il y a un danger là aussi qui est totalement hors de notre contrôle en tant que responsable de la sécurité dans notre entreprise. On ne peut pas contrôler nos clients ou nos fournisseurs. C'est eux qui doivent se contrôler eux-mêmes. Mais oui, on peut donner des hints, on peut donner du feedback un peu, mais ça reste que c'est pas nous qui va aller faire les procédures de sécurité là-bas puis d'aller valider, c'est-tu vraiment toi, mais dans leur système à eux, on peut se rendre jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout, mettons. Le social engineering il avait vraiment rendu poussé. Je veux dire, on peut faire, en tant que responsable de la sécurité, ce qu'on peut sur nos systèmes, mais on a eu des cas, nous, on a eu des avocats qui nous ont appelés d'une fausse firme d'avocats avec un faux site web, qui ont appelé directement notre contrôleur en se faisant passer pour l'avocat de notre président pour valider des documents de transaction, de vente. On a eu de la forgerie de factures également. Donc, men in the middle qui ont intercepté une facture, qui ont changé les destinataires pour la paye. Puis on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été retirés. Ben, c'est le fournisseur aussi. Là. C'était pas nous, mais c'est le fournisseur qui a malheureusement payé une fausse facture dans un faux compte. Fait qu'il y a notre responsabilité, mais vraiment, là, c'est rendu poussé. Là. C'est rendu quelque chose. Roger Ouellette, quand vous entendez ça, vous, ça vous fait penser à quoi?
Ben, j'entends la même chose partout. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est social engineering, il y a beaucoup de croissance. Quand on parlait de pentest tantôt, les pentests, on va parler de pentest, de faire du black box, du gray box. Puis moi, je vais aller jusqu'au white. Tu sais, au white. Pourquoi le white? Donne-moi là l'identité, parce que moi de la trouver, l'identité. Moi de l'avoir eu. Fait que jusqu'où que je peux aller avec cette identité-là. C'est aussi bien d'avoir la porte, cette porte-là. Je vais sauver du temps parce que je vais la trouver de maison. Mais effectivement, c'est une business. Quand on parle de la cybersécurité, du fait. Écoute, il y a 82% des attaques qui passent par le monde, par des users. Puis il y en a là-dedans que c'est malicieux, puis d'autres, c'est par négligence. C'est une business. Je vais en parler plus tard aujourd'hui, mais en 2025, on parle d'une estimée de 10,5 trillions de dollars USD qui va être la cybercriminalité mondiale. Prendre en considération que les États-Unis, c'est 21,5 trillions USD, puis ça représente le quart de l'économie mondiale. Fait qu'on parle de la moitié de ça, cybercriminalité seulement en 2025. Fait que c'est de la business pure et dure, comme ça. C'est du développement d'affaires, comment je fais pour avancer, comment je fais pour progresser dans mon affaire. Fait qu'au niveau des usagers, le man in the middle, tu peux louer des systèmes aujourd'hui pour une période de temps pour te permettre d'avoir des proxys et de l'infrastructure pour attaquer des gens. Là. Donc, c'est là. Puis, où est-ce qu'avant, on bâtissait des architectures de sécurité pour dire, je vais mettre telle composante basée sur X. Aujourd'hui, c'est que je vais bâtir une architecture je suis breaché, j'ai été attaqué. Une fois que je suis rentré, là, c'est comment que ça se passe, une attaque, une fois que je suis rentré. Qu'est-ce que je mets pour que la bulle grossisse pas? Fait que c'est de bâtir une architecture en conséquence de je suis breaché. Si je le bâtis d'une autre façon, je tente pas. Fait que on voit ça partout. Vraiment, c'est général. Là, je vais vraiment être indiscret. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient nous parler de ce que vous avez mis en place pour vous protéger? Ben nous, c'est certain que c'est quand même en cours de réalisation parce qu'on est une PME dans le domaine manufacturier. On a quand même eu une croissance qui est assez intéressante dans les dernières années. Puis, veut pas, qui dit croissance dit aussi augmentation potentiellement des risques et tout ça, mais dit aussi qu'on a de plus en plus de données à protéger, on a de plus en plus de choses à protéger, donc il faut améliorer notre posture. Puis nous, avant, là, on parle d'il y a plusieurs années, un antivirus à jour, c'était pratiquement suffisant avec un bon pare-feu. Tout allait bien, tout était beau. Je sais que mon prédécesseur, lui, tant que ça fonctionnait, numéro 1, on touche pas à ça, ça fonctionne, tout est beau. Mais maintenant, c'est plus juste ça. L'antivirus, c'est pas assez. Le firewall, c'est pas assez. Nous, on est en train là, de déployer EDR. On a plusieurs couches de sauvegarde on est en train d'en rajouter une autre en plus pour être certain d'avoir des backups online, mais aussi des backups offline. Au cas où on se fait encrypter, puis advenant une bad luck, la personne se rend jusqu'à nos sauvegardes. Au moins, on a une sauvegarde qui est totalement déconnectée, qu'on est capable de récupérer, qui n'est pas trop loin dans le temps, parce que ça aussi, c'est dangereux. On peut juste perdre, on peut accepter une certaine perte de données, pas au maximum. Mais c'est ça. Là, on est en train d'améliorer notre posture, mais je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire. Même au niveau, on parlait tantôt là, justement un peu d'offensive security, si on peut dire, essayer de passer au travers de nos protections pour voir est-ce qu'on est bien protégé ou est-ce qu'on a nos portes sont suffisamment bien fermées et verrouillées. Donc là, on est en train de terminer justement nos déploiements de nos nouveaux systèmes de sécurité. Puis après ça, la prochaine étape, c'est justement là, de tester jusqu'à quel point on est passoire ou on est hermétique. Chez nous, on va mettre des éléments en place comme on utilise l'outil CrowdStrike avec un SOC, un CM, de faire en sorte de faire aussi de la micro-segmentation pour vraiment permettre, là, surtout qu'il y a des outils de plus en plus intéressants sur le marché qui permettent de le faire. Là. Zero Network, pour pas nommer le produit, mais il y a toutes sortes de choses qu'on met en place, plus aussi. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour nous, ça a été tout un défi de mettre la double authentification puis de pousser à ce que les utilisateurs prennent cette habitude-là parce que c'est... Puis même encore là, on sait que c'est pas fiable à 100%, naturellement, mais là, on est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter encore de plus. Côté sauvegarde,
naturellement, avoir du air gap, c'est comme indéniable. Il faut que tu aies au moins ça. Nous, on prend l'approche 3-2-1 là, pour être sûr et certain, mais même on va rajouter des couches, là, point de vue sauvegarde, air gap, avec des solutions, des produits qui existent. Mais comme je disais tantôt, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on devrait pousser encore plus loin? Puis comme Roger disait, c'est un sans fond, là. On pourrait mettre des millions et des millions là-dedans. Ça dépend si on va être au niveau de la NASA, institution financière, ou jusqu'à où. Puis encore là, de mesurer le risque, de dire c'est quoi le coût. Parce que même si tu dis, OK, j'ai prévu, je pense qu'il pourrait arriver ça, mettons dans la pire situation, il se passe ça. OK, c'est quoi l'impact financier? Des fois, d'analyser tout ça et d'amener l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le restant de l'exécutif qui ne sont pas technologiques et tout ça, quand tu as des discussions à cet égard-là, pour eux autres, on est une grosse dépense. Là. C'est pas... Puis quand tu le fais comprendre, OK, ça te coûterait combien si tu n'avais plus de système pantoute, là? Mais pour eux autres, c'est comme, non, arrange-toi pour pas que ça arrive à ça, là. OK, mais es-tu prêt à mettre jusqu'à combien tu es prêt à payer pour protéger ça? Bon, tantôt, on a parlé qu'on avait peur de nos employés, même de nos PDG, des fois. En fait, oui, l'antivirus EDR, oui, les sauvegardes avec AirGap, mais je pense qu'un des plus gros investissements que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une plateforme de sensibilisation. Donc, vraiment une plateforme qui donne des micro-formations en sécurité informatique ou en renseignement des données personnelles. Et aussi, cette plateforme-là nous permet de faire des simulations d'hameçonnage et de nous donner des statistiques, de dire, OK, dans tel secteur, on a peut-être un risque, on a peut-être une intervention à faire, peut-être même une formation en personne à produire. Pourquoi que cet élément-là est aussi très important, aussi important même que la technique, là, pour ma part. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec toi, puis chez nous, on fait cette formation-là aussi, continue. Mais moi, dans ma tête, je pars avec le maillon le plus faible, c'est l'utilisateur, et je prends pour acquis que c'est, même si la personne a fait tous les tests, il s'agit juste d'un seul bon courriel sur lequel il clique le lien. Fait que, oui, j'investis à cet égard-là, mais pour moi, je me dis ça diminue peut-être le 10% ou 15% de mes risques, même si mes utilisateurs sont super bien formés, puis je dirais même... on pourrait en parler, là. Et c'est rendu que les utilisateurs ouvrent des billets en nous demandant ce courriel-là, est-tu valable ou pas valable? Parce que on les a fait tellement peur à leur dire clique sur rien, parce que si tu cliques sur quoi, tu risques de. Puis même s'ils passent le temps à presque à identifier tous les courriels qui rentrent comme une possibilité de phishing. Là. Fait que puis ça aussi, ça gobe du temps de notre côté parce qu'on passe notre temps à dire non, ce courriel-là est valable. Non, ce courriel-là est pas valable. Merci, t'as bien, félicitations. Et fait que ça rajoute du travail là, à l'équipe de support. Ouais, mais ça, en fait, je suis souvent content quand les utilisateurs, moi, viennent me voir. Puis c'est ça, j'essaie de former justement les différents utilisateurs. Si vous n'êtes pas certain, ce que je leur dis, c'est je préfère prendre, pas perdre, mais prendre 5 minutes de mon temps, aller voir à ton bureau, regarder le courriel, analyser comme il faut, quand tu n'es pas sûr, avant de dire quoi que ce soit, plutôt que tu prennes le risque, que tu cliques sur quelque chose que tu n'es pas certain, puis qu'au final, j'en ai pour 2 jours à remonter les systèmes. Donc, ce 5 minutes-là pour l'entreprise, puis pour nous, même au niveau des TI, souvent, ce 5 minutes-là qu'on va prendre par chaque utilisateur. Puis moi, avec mon équipe TI aussi, puis même moi, je vais sur les différents postes des fois pour analyser ces courriels-là. Puis ce petit 5 minutes-là qu'on prend, en même temps, c'est comme une espèce de mini-formation, justement, parce que ça aide les personnes, parce qu'on le fait avec eux, sur leur ordinateur, sur un courriel qu'ils ont reçu, qu'ils sont habitués de voir. Mais c'est un petit 5 minutes de sensibilisation. On le fait à l'occasion. C'est sûr qu'on n'est pas... on n'a quand même pas un énorme bassin d'employés. Mais c'est un petit 5 minutes qu'on aime prendre occasionnellement avec nos employés là, pour justement analyser avec eux ces risques-là puis les rendre meilleurs au final. Là. Oui, mais en fait, moi, c'était une petite anecdote justement comme à propos comme de toute cette
formation-là, micro-formation qu'on donne à nos usagers, puis les campagnes de phishing qu'on fait, la personne qui est en charge justement de planifier ces formations-là, puis de la conformité, une fois, on a fait une campagne de phishing, puis il y a personne qui était au courant, sauf moi. C'est moi qui l'organisais. Puis, la personne qui s'est fait le plus prendre, c'est celle qui était en charge de donner les formations. Elle a reçu le courriel, elle a cliqué le lien du courriel, elle a rentré son mot de passe dans le formulaire. Pourtant, c'était elle qui dit aux autres employés, mais faites vos formations, faites-le. Puis c'est elle que j'ai réussi à apprendre. Fait que c'est pour dire que même là, même quand on sensibilise les gens, même les plus sensibilisés peuvent se faire prendre. Là, maintenant, j'ai même fait un meme comme en son honneur, parce que maintenant, à chaque fois, elle me dit « Hey, c'est-tu un vrai courriel? Ça, c'est un vrai courriel? » Fait que maintenant, je lui envoie toujours le meme comme où j'ai mis son nom dessus, avec 2 thumbs up, parce que elle les identifie. Mais bon, c'est juste pour dire que même les plus sensibilisés peuvent se faire prendre quand même à un moment donné. Pour moi, les courriels, là, je le dis, mieux vaut un courriel détruit qui était bon qu'un pas bon où est-ce que tu as cliqué. Là. Fait que quand un fournisseur t'envoie une facture et que tu la payes pas, il te réécrit, lui. Fait que l'autre... il y a moins de chances que le gars qui essaie de te pogner, il essaie 2 fois avec le même courriel. Mais un autre des choses là, que moi, où est-ce que je suis très, très strict, c'est la gestion des actifs et de la mise à jour de ceux-ci. Ça, chez nous, là, c'est un des points, puis je pense que c'est très important, c'est de connaître quoi que tu as dans ton environnement. Si tu n'es pas sûr, c'est là où est-ce que tu as des vulnérabilités qui se cachent. Fait que ça, c'est un des points là, qu'il faut pas... gestion de l'inventaire là, de ton actif. Roger, quand vous entendez ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je suis quand même surpris de voir de la maturité du monde qui est ici au niveau de la cybersécurité. Il y a beaucoup de knowledge. Puis je rencontre souvent beaucoup moins de maturité de ce côté-là. On parle beaucoup de sensibilisation, puis effectivement, c'est critique. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de comprendre les personas de votre entreprise. Parce que le type d'attaque que vous allez avoir, si vous usagez, selon si vous avez des finances, du VIP, ou si vous avez du admin, du network, toutes ces personnes-là il y a une base de phishing. Mais il y en a d'autres que ça va être du spear phishing, il y en a d'autres que ça va être du whaling, il y en a qui va être... Le persona va changer le type d'attaque qu'il va avoir quand c'est... Parce que, un phishing pur et dur, c'est comme un broadcast. J'envoie ça à un paquet de monde. Mais après ça, selon les personnages, je vais être plus focus. Les attaques sont basées là-dessus. Fait que c'est de comprendre chacun de vos personas. L'hygiène, hyper important. Mais de comprendre... Dans le fond, parce qu'une attaque, là... S'ils se prennent le temps, ils vont comprendre votre infrastructure. Vous devez comprendre vos besoins, puis comprendre vos données, puis chacun des business units que vous avez dans vos entreprises ont des besoins pour réaliser leurs fonctions. On doit comprendre ça. Vous devez comprendre ces besoins-là, puis mettre les éléments en place après ça, parce que le besoin va varier d'une personne qui est en finance versus les opérations. Il y a différents besoins qui sont là. De comprendre ces éléments-là va aider beaucoup des clients. Messieurs, si vous aviez, parce que là, je vois que j'ai une bande de sages autour de la table, là, qui sont conscients des risques et qui travaillent pour que leur organisation ait le moins de problèmes possibles dans le contexte de la cybersécurité. Si vous aviez un conseil, on va faire le tour de la table, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve avec ce type de mandat-là dans les mains, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là? Prendre le temps d'analyser, de faire l'inventaire de l'état actuel des choses. Je dirais la même chose. Je dirais former vos employés. C'est le point où les hackers que les hackers vont utiliser, c'est la formation aux employés. Les rendre conscients de ce qui peut se passer. Sensibilisation, puis comme Roger disait, on le spécialise selon les unités d'affaires. Moi, je passe du temps avec mes directeurs, je passe du temps avec mon président, parce que c'est, comme on dit, c'est pas le même type d'attaque. Puis de façon générale pour le reste des employés. En fait, se préparer au pire. Parce que c'est pas, comme on disait tantôt, c'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va arriver. Donc, tu sais, d'avoir un plan, puis de le tester, comme aussi, de revenir en arrière, de récupérer comme de ransomware, de tester les employés aussi, pas pour leur connaissance de sécurité, mais
tester comment ils vont réagir, comment le staff technique va réagir dans le cas d'une attaque, parce que c'est une question de temps quand que l'attaque a lieu, comme pour limiter les dégâts. Donc, c'est de prévoir le pendant l'attaque, puis le après-attaque, pas juste prévoir la sécurité avant, parce que ils vont venir à bout de tous les systèmes que tu peux leur mettre, là, de toute façon. Comme la personne avant vient de dire, effectivement, c'est pas une question de si ça va arriver, c'est quand que ça va arriver. Fait que c'est vraiment de voir pour se préparer à la relève de quand que ça va être arrivé, ben OK, je sais qu'il faut que je remonte ce système-là, puis de savoir vraiment où se diriger quand que ça va arriver. Moi, je vais aussi avec la sensibilisation, de connaître nos faiblesses aussi, de connaître la limite du risque qu'on est prêt à prendre et de mettre des éléments en place pour gérer justement le risque. Et puis, oui, effectivement, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver, puis c'est inévitable. Puis c'est d'essayer d'être... on peut pas toujours être tout le temps tout proactif dans nos actions, mais c'est de se dire, c'est quoi la pire situation, puis comment est-ce que je peux résoudre cette pire situation-là. Oui, puis c'est certain que regarder effectivement l'inventaire, s'assurer qu'on est à jour partout. Moi, le plan de relève TI, c'est important d'en avoir un bien détaillé, testé, validé et mis à jour fréquemment, mais aussi une des choses qui est bien importante, puis c'est aussi de s'entourer des bons partenaires, des bonnes personnes. Pas juste compagnie externe, mais vraiment des bons joueurs d'équipe au niveau des TI qui comprennent les enjeux, qui comprennent l'importance de ces choses-là, puis qui sont capables d'appliquer les règles finalement, puis d'appliquer les plans tels que décrits. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on décrit ces plans-là, souvent, c'est parce qu'il faut qu'ils soient respectés à la lettre pour ramener les entreprises le plus rapidement possible opérationnelles, finalement. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne équipe, de s'entourer des bons joueurs avec nous pour être capable de se défendre contre ça quand ça va arriver, pas si ça va arriver, parce qu'on est pas mal tous certains que ça va nous arriver un jour ou l'autre, malgré toutes nos défenses puis toutes nos sécurités. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant. On parle beaucoup de s'entourer de bonnes personnes, puis je pense que tu amènes un bon point. Pour avoir déjà été dans le domaine financier, dans les institutions financières, quand ils se font attaquer, toutes les banques travaillent ensemble et ils se communiquent qu'est-ce qui se passe, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense qu'on aurait tous... on pourrait gagner tous, se faire un réseau ensemble de gestionnaires et de se communiquer qu'est-ce qui se passe pour être capable de dire « Ah, toi, ça t'est arrivé ça, comment tu t'es pris, qu'est-ce qui est arrivé ?» pour être capable d'être plus proactif que réactif. Roger, en terminant, le mot de la fin. Encore une fois, je suis impressionné, mais si on récap, la sensibilisation d'usagers, définitivement un must. Comprendre votre business. Si vous ne comprenez pas votre business, vous ne serez pas capable de protéger les bons éléments. Donc, en comprenant le business, vous comprenez les risques, vous comprenez les éléments pour supporter chacun des business units. Vous allez être capable de faire quelque chose avec ça. Puis, à partir de là, les plans de réponse aux incidents sont nécessaires avec les bons partenaires, ces choses-là. C'est un must. Messieurs, merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on va faire réfléchir bien des gens aujourd'hui. Merci. Cette semaine, le Québec a perdu un grand monsieur de la chanson, mais aussi un grand amateur de jeux vidéo et un créateur de jeux vidéo. Et cette semaine, quand j'ai appris la mort de Carl Tremblay, je pensais évidemment beaucoup à sa petite famille, à lui et à sa grande famille musicale, mais j'avais aussi une pensée pour un ami commun que nous avons, Denis Talbot, qui nous avait réunis, Carl et moi, dans son équipe de Monsieur Net, à l'époque à Musique Plus. C'est là que j'ai découvert mon Carl Tremblay à moi. C'était pas le chanteur des Cowboys fringants, celui qui a fait vibrer le Bataclan ou l'Olympia à Paris, le Centre Bell ou les Plaines d'Abraham. C'était le passionné de jeux vidéo qui aimait parler de sa passion et qui aimait œuvrer dans ce domaine-là. Alors, bien humblement, ma façon de saluer son départ chez les Étoiles filantes, c'est en vous offrant cette entrevue que nous avions fait ensemble en 2018, alors que Carl venait me parler de la grande fête du jeu vidéo indépendant, le Méga. Cette entrevue, je la dédie à notre ami Denis. Salut, Carl. Bonjour, Carl Tremblay. Salut, Bruno.
Ça va bien? Ou ça va très bien. Hey, dis donc, Carl, deuxième année de porte-parole de la grande rencontre méga. Ça représente toi, pourquoi cet événement-là maintenant? Ben, écoute, l'année passée, à ma première année, c'était déjà quelque chose d'intéressant parce que en discutant avec les gens de la Guilde, avec Louis-Félix et tout ça, eux, à leur retour de PAX, trouvaient déplorable qu'il n'y ait pas un événement comme ça à Montréal, où le public était invité à venir voir ce qui se faisait ici aussi, tu sais. Et on sait que Montréal est quand même assez important dans le domaine vidéoludique au Canada, et en particulier au Québec. Donc, c'était juste naturel de créer ça. Cet événement-là a été créé assez rapidement l'année dernière, je dirais, dans un laps de presque à peine 3 ou 4 mois. Et là, ben, cette année, c'est la deuxième année. Donc, amélioration des trucs de l'année passée. Une année complète à pouvoir approcher d'autres studios, de rendre ça encore plus gros. Et la réponse l'année dernière a été vraiment très, très bonne aussi. Donc, c'était la moindre des choses de revenir. Avant de rentrer dans la nouvelle édition, puis je suis content parce que tu l'as mentionné, parce que c'est là que j'allais t'amener. C'est difficile de pas le comparer au PAX, hein, parce que essentiellement, c'est la même chose. C'est l'occasion de voir des indépendants, de voir leur création, de les rencontrer pour de vrai, là, avoir de les chairs en os. Ceux qui travaillent là-dessus, il y a un parallèle à faire, là. Ben, je pense qu'ils s'en cachent pas, hein, non plus. C'est vraiment une inspiration. Tu sais, des PAX, ils commencent à en avoir un peu partout. Il y en a en Australie, il y en a, tu sais. Et il y aurait peut-être pu y avoir un PAX à Montréal, mais en même temps, les gens de la Guilde, les gens voulaient mettre de l'avant l'industrie indépendante québécoise qui est très fournie, qui est très remplie. Et ça permet aussi de garder un contrôle complet et de faire toutes leurs affaires, nos affaires nous-mêmes. Donc, je pense que c'était plus logique. Et il y a les participants là-dedans. Il y a les gens qui sont là pour amener le méga au niveau du PAX, tu sais, d'en faire une destination intéressante pour là, cette année. Je sais qu'il y a des studios à l'extérieur du Canada aussi qui vont être là. De la France notamment, oui. Oui, donc mais c'est un début, là, tu sais. Si ça continue à aller bien, l'année passée, il y a eu une très bonne réponse. Et s'il y a une bonne réponse encore cette année, puis que les gens viennent, c'est tellement un événement plaisant pour le public parce que il y a de plus en plus de gamers. On l'a vu d'ailleurs cette semaine, il y a comme une espèce d'article qui est sorti. Puis ces gens-là, des fois, ils savent pas. Puis tu sais, t'es adolescent, t'as 14, 15, 16 ans, tu tripes sur les jeux vidéo, mais c'est une opportunité aussi de voir les métiers du jeu vidéo. Tu sais, il y en a plein de métiers. Donc, tu sais, pour les parents, là, je pense que c'est important. Si vous voyez que votre enfant est un gamer, ben amenez-le voir le méga. Ils vont pouvoir parler avec les participants. Donc, je pense que ça, pour créer de la relève, pour mettre de l'avant tous les produits qui se font ici, les jeux qui se font ici, les applications qui se font ici, tous les trucs qui sont par rapport à l'industrie informatique, jeux vidéo et tout ça, ben je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour à cause de ça. Voilà. Carl, tu le disais, première édition, ça a été un gros succès. La preuve, c'est que là, maintenant, la nouvelle édition, ça va être sur 2 étages. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait vraiment du monde l'année passée, là, à certains moments. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qui te marque, toi, dans cette deuxième édition? Ben, je pense qu'il y a encore plus de studios. Il y a encore plus de conférences. Il y a un volet très, très interactif. Il l'avait l'année dernière, mais là, avec plus d'espace, les gens vont pouvoir encore plus tester de jeux, encore plus jouer dans la zone multijoueur à un jeu en particulier avec des amis ou avec leurs parents ou n'importe quoi. Il y a un espace aussi primeur qui est très intéressant cette année. Je crois que là, j'ai un blanc, je ne sais pas s'il y en avait une l'année passée, mais en tout cas, cette année est quand même assez chargée. Cette année aussi, la nouveauté, c'est que Red Barrel est commanditaire principal. Donc, ça donne un coup de main. Tu sais, Red Barrel, c'est une compagnie à la base indépendante qui a fait un gros succès et qui a envie de redonner à l'industrie du jeu vidéo indépendant au Québec. Donc, je pense que pour ça aussi, en fait, là, moi-même, j'ai hâte de voir, je connais pas tout encore, mais tu sais, déjà d'avoir sur 2 étages, d'avoir encore plus de zones, je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis en plus, ils ont rajouté pas rajouté, mais l'Odyssée du jeu vidéo. Le concert. Le jeu vidéo que le concert.
Et cette année, ils rajoutent aussi des pièces de classiques. C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui trippent sur la nostalgie est très bonne. Le rétro gaming, oui. Le rétro gaming, donc il va y avoir du Zelda, du Final Fantasy, plein de trucs comme ça qui vont amener encore. Je sais que ça s'est fait un peu avant, mais là, c'est dans le package du méga, donc ça va ouvrir la semaine, ça va être intéressant pour ça aussi, là, pour les gens qui trippent musique de jeux vidéo, voir aussi les compositeurs québécois, ce qui s'est fait. Il y a des magnifiques musiques qui sont pratiquement inconnues, que les gens ne savent même pas que c'est fait ici. Donc, ça vaut la peine de venir être surpris de voir, ah ouais, c'est fait ici, ça. Il y a des succès là, qui sont mondiaux là, présentement, puis là, les gens ne savent même pas que ça vient d'ici. Ouais. Hey, dis donc, parlant de nouveautés et de succès, évidemment, toi, tu as un double chapeau dans cet événement-là, parce que d'une part, tu es porte-parole, mais tu es aussi un patron d'un studio de jeux, de développement. Cette année, là, tu présentes un nouveau jeu? Oui. Virus 4.0, c'est comme notre... Écoute, c'est un projet qu'on a monté l'année dernière. On a commencé à développer ça avec le FMC. On avait reçu une subvention du FMC. Et c'est un jeu de réalité virtuelle assez spécial parce que c'est pas un jeu qui va être donné aux gens chez eux. Donc, c'est plus un espèce de concept... c'est quoi le terme qu'on c'est l'amusement local en fait là. Ça va être un truc que les gens vont pouvoir, mettons, je sais pas moi, tu vas au cinéma, il va y avoir Virus 4.0 qui va être là, tu vas pouvoir l'essayer, et c'est un jeu coop de virus, de zombies, semi-zombies, fait tourner ici, modélisé à Montréal, avec le Stade olympique, le Parc La Fontaine. Il y a plein de trucs qu'on a fait avec ça. Puis là, on va le présenter en primeur. C'est la première fois qu'on va le présenter, la version jouable, 4 joueurs en même temps. Donc, on a hâte de voir si les gens vont apprécier. Il n'est pas fini, évidemment, c'est un prototype parce que c'est compliqué tout ça, mais avec on fait affaire avec VR Tracker, qui est une autre compagnie montréalaise, qui ont développé un logiciel vraiment intéressant qui nous permet d'être 4 dans un espace assez restreint. Donc, c'est un espèce de jeu sur rail où tu vas être dans une boîte de pick-up et tu vas essayer de tuer des zombies, des infectés, en fait. On a la version 2 joueurs qui fonctionnait bien, qu'on a essayé beaucoup, puis qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Évidemment, ça reste à être peaufiné, mais éventuellement, quand on va l'avoir terminé, ben ça va être un peu épisodique. Donc, la première mission, on peut se rendre jusqu'à 5-6 missions. Mais après ça aussi, il n'y a rien qui nous empêche de réussir à se promener à travers le monde, tu sais, d'aller faire modéliser Times Square ou n'importe quoi pour faire une version. Puis en plus, notre version du jeu c'est comme des zombies, mais c'est désinfecté par le système Wi-Fi, par le Wi-Fi. Donc, on guérit les zombies au lieu de les tuer. Donc, c'est pas... on veut pas que ce soit 18 ans et plus non plus, parce que si tu vas dans les salles de cinéma ou les centres d'achat ou les petites salles d'arcade VR ou des trucs comme ça, ben on veut que tout le monde puisse y jouer. Puis c'est des courtes missions, 10 minutes environ. Tu sais, le VR, évidemment, il y a encore beaucoup d'études et de travail qui est fait là-dessus pour les motion sickness, tous ces trucs. Pas non plus. Puis aussi, ça permet aux gens qui n'ont pas envie de s'équiper d'un Oculus puis d'une machine de 2000$ qui est obligé pour le faire rouler. Donc, de venir tester le VR s'ils apprécient. Donc, c'est ce qu'on va présenter. Puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression, quand je regarde le marché du jeu vidéo en VR, il y a comme 2 grands couloirs que les développeurs prennent, les studios. C'est-à-dire qu'il y a celui tu le mentionnais là, qu'on voit sur les casques domestiques, Oculus et compagnie, le Vive. Et puis, il y a l'autre marché qui est, lui, des centres de divertissement qu'on trouve dans les grands cinémas, qu'on retrouve carrément même dans des lieux maintenant qui sont pour le divertissement VR. À quel moment on décide de faire le choix? On s'en va vers là ou on s'en va vers là? Est-ce que c'est en développant le jeu ou c'est dès le départ? Ben, honnêtement, nous, ça a été dès le départ. Parce que quand on a commencé à travailler là-dessus, ça fait déjà 1 an et plus. Et c'était encore cher à l'époque. Tu sais, aujourd'hui, je sais qu'il y a il y a beaucoup de gros rabais sur surtout le PlayStation, le casque VR qui a chuté beaucoup. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'était plus de créer quasiment un effet de franchise où est-ce que les gens t'achètent le contexte le concept de VR 4.0. Puis là, tu l'installes chez vous, puis là, ben, ça roule tout seul. Nous, on fournit la technique pour les mises à jour, des trucs comme ça. De créer de quoi d'intéressant pour les centres de divertissement et de créer un parallèle aussi, justement aux salles d'arcade ou des trucs comme ça. Puis, on trouvait que c'était une bonne idée. Donc, c'est pour ça qu'on est allé là direct.
il n'y a rien qui nous empêchera pas, tu sais, un jour peut-être de dire, bon, ben si les gens l'ont chez eux, ben de le lancer, mettons, une version personnelle. Mais vu qu'on met l'emphase sur le multijoueur, c'est là qu'il y a l'originalité beaucoup parce que des jeux de zombies, il y en a. Là, tu sais, donc, mais nous, 4 joueurs dans un espace restreint, je pense qu'on peut même monter jusqu'à 6 si on travaille fort. Donc, tu sais, ça commence à être beaucoup de monde. Tu sais, as du fun avec tes amis, puis ça peut créer de quoi d'assez intéressant. Donc, c'est pour ça, c'est l'avenue qu'on a pris. Le VR, ça reste un peu, tu sais, c'est comme je dis, c'est comme un effet de balance. Hein. Il y a des journées où est-ce que là, tout le monde n'est plus sûr où c'est le VR va lever, puis le lendemain, là, il y a quelqu'un qui sort de quoi de nouveau, puis là, ça se remet à s'exciter. Genre, moi, je pense qu'il y a quand même un très grand potentiel pour le VR, mais il faut trouver la bonne manière de l'utiliser. Est-ce que ça veut dire que pour ton studio, c'est un virage vers le VR ou c'est vraiment un numéro, c'est une production, mais vous continuez multiplateforme, là? Oui, absolument. C'est vraiment... non, ben là, j'ai pas répondu vraiment à ta question. C'est seulement un épisode, en fait, parce qu'on travaille présentement en parallèle à un autre jeu qui, lui, est plus multiconsole, axé un peu plus sur la Switch. Mais sinon, Triple Boris, comment ça fonctionne? C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont en consultation, dans des contrats, dans d'autres entreprises. Donc, c'est rare qu'on ait réussi à avoir, on est rendu 19 employés, mais c'est rare qu'on réussisse à être les 19 tout le monde en même temps. Donc, tu sais, il y en a qui travaillent ici, il y en a qui travaillent là. Fait que quand les contrats finissent, des fois, on réussit à avoir un peu plus de monde. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est pour ça que nos projets à nous, nos propriétés intellectuelles personnelles, des fois, ils prennent un peu plus de temps parce que là, oh non, ben, c'est parce que c'est le modèle. C'est Simon, mon partenaire Simon Dansereau. Lui, il veut que ça fonctionne comme ça parce que il sait que de la main-d'œuvre, les gens en ont besoin. Puis des fois, un studio peut monter à 100 employés pendant la période critique, puis il va redescendre après. Donc, tu sais, des fois, d'en engager puis de les libérer après, c'est un peu plus. Donc, je pense que c'est important pour ça. Puis je pense qu'il y a un bon œil pour découvrir, pour trouver des gens qui en ont besoin. Sinon, ça fait longtemps qu'il est là dans ce milieu-là, donc il connaît des gens, puis ça marche très bien. Sauf que ça fait en sorte que des fois, nos projets avancent un peu moins vite qu'on le voudrait. Mais non, on développe présentement un jeu comme je te disais, pour la Switch. On a eu notre kit de développeur de Switch pour Nintendo. C'est quand même un rêve de jeune quand même, hein? Développer un jeu pour la Nintendo Switch. Donc, pour la Nintendo point, là-bas. Mais c'est ça. Donc, ça va aller. Quand on a des idées, on les met on s'essaye. On essaie de quoi. Puis, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Notre premier jeu, plus ou moins, mais c'était notre premier jeu. On l'a lancé. Ça a été. Donc, puis c'est un petit jeu mobile, mais en même temps, les gens en ont parlé. Puis, on est toujours fiers de ce petit jeu-là. Il y a du beau visuel. Puis, le jeu est fun. Fait que, c'est le fun comme ça. Carl Tremblay, cofondateur du studio Triple Boris, porte-parole officiel de Montréal Expo Gaming Arcade. Merci beaucoup. Salut. Salut Bruno. À la prochaine. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Autour maintenant de mes collaborateurs et on commence avec Stéphane Récoul qui nous parle des perspectives de l'intelligence artificielle en 2024, vues par Forrester, particulièrement dans le secteur manufacturier. Les employés sont-ils plus avides d'intelligence artificielle que les entreprises elles-mêmes ? C'est ce que laisse croire un rapport de Forrester qui prédit que 60% des employés utiliseront leur propre outil d'intelligence artificielle au travail dès l'année prochaine. Une tendance à surveiller de proche, ne serait-ce que pour des enjeux liés à la sécurité. Cette utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise, Forrester la qualifie de fantôme et avise les chefs d'entreprise de s'y préparer puisque celle-ci pourrait bien tendre à se généraliser alors que les employés s'appuient sur leur propre outil d'intelligence artificielle pour être productifs, même si
62% des entreprises tout de même expérimentent déjà ou développent l'IA générative et y consacrent un budget d'investissement en augmentation de 5% pour 45% d'entre elles. Que voulez-vous? Quand l'engouement est là, on ne peut rien y faire, sauf le rassasier du mieux qu'on peut. Entrepreneurs, soyez avisés. Cette double vitesse, en quelque sorte, de pénétration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises est due au fait que vous ne devez pas seulement considérer la technologie elle-même, ce que font facilement les employés, mais vous devez moderniser l'ensemble de votre stratégie technologique et revoir vos processus et vos opérations, ce que les entreprises savent. Le rapport adopte d'ailleurs un ton pragmatique, avertissant les dirigeants de ne pas se laisser distraire par le battage médiatique de l'intelligence artificielle, mais plutôt d'élaborer des stratégies pour capitaliser sur le potentiel émergent de l'intelligence artificielle et considère 2024 comme le début de l'ère de l'intelligence artificielle intentionnelle alors que les entreprises déplacent la technologie de la R&D vers des applications métiers de production. Et Forrester n'hésite pas un instant à déclarer que 85% des entreprises intégreront des modèles d'IA open source dans leur stack technologique et que 40% investiront de manière proactive dans la gouvernance de l'IA à des fins de conformité. Des prédictions qui soulignent la nécessité de se doter d'une stratégie d'IA ciblée alors que l'IA générative suscite un regain d'enthousiasme dans le monde des affaires. Si les grands acteurs du secteur de l'assurance, de la banque, de la santé et bien d'autres encore resteront concentrés sur la rentabilité dans un environnement économique incertain, l'intelligence artificielle générative générera d'énormes opportunités, aussi énormes que les risques d'utilisation abusive qu'elle entraînera, qui feront de 2024 une année de négociations complexes à haut niveau des exigences réglementaires. Mais qu'en est-il des entreprises manufacturières, celles qui fabriquent nos choses au quotidien? Eh bien, pour elles, c'est une bonne nouvelle que cette croissance de l'IA, puisque les technologies de fabrication intelligente, effectivement, peuvent jouer un rôle essentiel en les aidant en premier à répondre aux besoins des gouvernements de toutes grandes économies qui semblent se soucier beaucoup plus du lieu et de la manière dont les choses sont fabriquées qu'auparavant, et qui mettent une pression croissante sur l'industrie manufacturière pour fabriquer des produits de manière durable, rentable et de plus en plus proche de chez eux, où qu'ils soient. Alors que nous nous tournons vers 2024, Forrester prévoit qu'un pragmatisme sain s'installera dans le secteur manufacturier. À titre d'exemple, les affirmations audacieuses et parfois hasardeuses que nous avons eues dans le passé, depuis l'intelligence artificielle générative et le métavers industriel jusqu'à la relocalisation des emplois manufacturiers et des véhicules autonomes, seront atténuées alors que la lutte à la dette technologique rattrapera les entreprises dans leur réalité de terrain, englobant du même souffle la législation et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et en parlant d'annonces audacieuses et hasardeuses, petit clin d'œil à tous ceux qui ne juraient que par une vision de l'avenir intimement liée au métavers. Sachez que selon Forrester, plus de 75% des projets de métavers industriels changeront de nom pour survivre à cette mauvaise passe actuelle du métavers, après avoir dominé les titres de nos médias. C'est quand même comique, je trouve, un hype qui devient un véritable handicap et qui provoque une quasi-obligation de changement de nom, c'est quand même fort. Alors que dans la réalité, le métavers industriel s'appuie sur un certain nombre de technologies existantes et éprouvées qui sont somme toute assez différentes du métavers du consommateur ou de l'entreprise. Mais que voulez-vous? Faut croire que les raccourcis sont trop pratiques et faciles à faire. Alors 2024, année de maturité du secteur manufacturier en regard aux technologies liées à l'intelligence artificielle? C'est la question, entre autres, pour laquelle l'Institut de recherche en économie contemporaine a tenté de répondre via la publication un peu plus tôt cette année d'un rapport au sujet de la maturité technologique du secteur manufacturier québécois, à la fois au niveau des technologies d'automatisation dites traditionnelles 3.0, mais aussi des technologies dites
émergente 4.0, tout en portant une importance particulière à la robotique industrielle. Selon le Conseil de l'innovation du Québec, il en ressort que les manufacturiers québécois avaient accumulé un certain retard sur le reste du Canada et souvent sur d'autres économies avancées en ce qui concerne l'adoption de la robotique et d'autres technologies d'automatisation 3.0. Cependant, plusieurs d'entre eux sont passés directement au 4.0 et auraient une légère avance sur leurs concurrents en la matière. Mieux que ça, le Québec pourrait même avoir rattrapé en bonne partie son retard en matière de robotisation d'ici 2030. Et en matière d'intelligence artificielle, le rapport fait état que ce serait entre 2,6% et 10,4% de taux d'adoption au sein des entreprises manufacturières, 2,6 pour les secteurs manufacturiers de faible ou moyenne faible technologie, par exemple la fabrication des aliments, et 10,4 pour les secteurs manufacturiers dans les créneaux de moyenne haute ou de haute technologie, par exemple l'aérospatiale. Des chiffres relativement faibles, mais néanmoins cohérents avec l'ensemble des industries au Canada, qui démontrent un taux global de pénétration de l'intelligence artificielle de 3,7% et au Québec de 5%, selon une autre étude, cette fois-ci du Toronto Metropolitan University, visant à mieux comprendre son niveau d'adoption au Canada et au Québec, afin notamment d'appuyer les efforts de la province en matière de promotion et d'adoption de l'intelligence artificielle. Des chiffres qui s'expliquent en partie sur le fait que les raisons principales pour lesquelles les organisations n'adoptent pas l'intelligence artificielle sont principalement axées autour de la rentabilité, les coûts incertains versus les bénéfices et les questionnements sur le déploiement de solutions. Une étude qui conclut bien tristement, je trouve, sur l'idée que l'intelligence artificielle semble encore mal comprise par les organisations québécoises et que parmi celles qui ont adopté une solution d'intelligence artificielle, beaucoup ne savent pas quelle technologie d'intelligence artificielle est derrière cette solution ou encore à quelle fin elle est utilisée. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en Chine pour parler de design et plus particulièrement de la réalité du marché chinois. Ben, tu sais, Bruno, moi, je parle toujours d'utilisateurs, hein, donc comment aller chercher des utilisateurs en Chine? Ben, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, effectivement. Ben, pour ça, j'ai parlé avec Daphné Potassiglou, qui est directrice créative et stratège en design marketing chez Plus 86. Et c'est bien comme nom d'agence, Plus 86. C'est le numéro que tu dois composer pour appeler en Chine, Plus 86, et le reste, c'est tout ça. C'est absolument un beau concept. Beau clin d'œil. Leur président est chinois, évidemment, mais il a passé, je pense qu'il a étudié longtemps en France. Et donc, il a parti ce concept-là d'agence pour commercialiser des marques françaises de luxe sur le continent, pas le continent, mais sur la Chine, sur le marché chinois, qui est quand même énorme. Tu sais, c'est des choses qu'on peut pas imaginer ce que ça peut représenter d'être capable d'aller chercher quelques centaines de millions de personnes sur un marché de 1,4 ou 1,7 milliard. C'est énorme. Mais les particularités sont tellement différentes d'ici. On peut pas dire non plus qu'ils sont dans notre futur, parce que je pense que c'est relativement différent. Tu sais, on parle là-bas beaucoup j'en parlais avec Daphné, c'est nous, ici, quand on fait de la conception, on fait du mobile first. Là-bas, ils font du mobile only parce que c'est ça le marché. Puis, elle me parlait aussi du métaverse qui, ici, hein, on a vu une montée en intérêt puis une descente assez rapide. Ben là-bas, non, ça a resté et c'est là. Par exemple, quand ils font du magasinage de produits sur Alibaba ou d'autres sites commerciaux, ben ils ont une version en métaverse. Et ça m'étonne énormément parce que c'est un métaverse que tu ne vas pas naviguer avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est sur ton cellulaire. Donc, tu as un avatar qui se promène dans un magasin et qui va aller chercher les morceaux dont il a besoin. C'est surréel. C'est vraiment un marché hyper intéressant au niveau de l'expérience utilisateur, là. Et c'est vraiment propre au marché chinois, mais marché asiatique. Tout ce côté ludique de l'approche de l'interface. Exactement. Exactement. Daphné en parle aussi. Il y a un côté que tu peux pas passer à côté de créer une relation de jeu avec eux, de quelque chose qui va être amusant. Dans l'entrevue, elle en parle comme vraiment étant quelque chose d'incontournable quand tu fais de la commercialisation, même de marques de luxe, parce qu'on peut imaginer L'Oréal ou des grandes marques comme ça.
avoir un côté jeu, c'est pas nécessairement peut-être quelque chose qui serait un réflexe pour une marque comme ça, mais là, ça doit passer par ça. C'est pour ça qu'eux sont nichés dans un marché tellement particulier pour les Occidentaux. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant. Puis sinon, je te dis chéché et on se retrouve la semaine prochaine. Chéché, à la semaine prochaine. Eh bien, en fait, si tu veux, Jean-François, pour te raconter un peu le lien entre nous, Plus 86, et la Chine, c'est que, Plus 86, c'est une agence créative de création de contenu, donc on fait de la pub. Alors on est des créatifs, donc on fait attention, on est très sensible à l'image, à ce qu'on crafte, comme on dit, tu vois, parce qu'on est des faiseurs d'images. Ça, c'est notre expertise, notre métier, et notre seconde expertise, mais qui est intrinsèquement liée et complètement intégrée dans notre offre et dans notre positionnement, c'est la Chine. Donc, on est sur un positionnement qui est assez spécifique parce que, en fait, nos réalisations, si tu veux, et la plupart de nos clients sont des marques internationales et on s'occupe de traiter, en fait, leurs campagnes pour le marché chinois. La raison pour laquelle on a créé donc Plus 86, l'agence, sur un positionnement aussi spécifique que celui-là, c'est que la Chine, alors, bien sûr, la Chine, elle a la langue, déjà, qui est pas facile quand on n'est pas chinois, donc quand on est étranger, comme pour l'accéder. Il y a ça d'abord dans un premier temps. Alors, pour craquer ça, nous, si tu veux, le fondateur de l'agence, il est chinois, c'est Gojan. Et puis, on est basé, nous, à Paris, et on a évidemment beaucoup de connexions et un grand pied aussi à Shanghai, en Chine. Et on a ici, en tout cas à Paris, une équipe sino-française pour justement, déjà franchir cette première barrière qui est la langue. L'autre barrière, et c'est là-dessus où on a commencé un peu à super connecter, et toi t'as eu les yeux qui papillonnaient, tu vois, c'est qu'en fait, en plus du chinois et en plus de la culture chinoise, tu as un écosystème digital qui est complètement unique et propre à la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Chine, tu n'as pas Gmail, tu n'as pas le Google, tu n'as donc pas Instagram, Facebook en termes de réseaux sociaux. Ensuite, tu n'as pas, tu vois, tous les systèmes en fait que nous, monde occidental, tu vois, on utilise au quotidien. Ça fait complètement partie de nous. On se pose même plus de questions par rapport à ça. Et en Chine, tu as tout autre chose et tu as des équivalences, non seulement, mais ça va même encore plus loin que ça. Parce que la Chine a fait aussi, entre autres, d'un atout, l'avancée technologique. La Chine, c'est même je dirais, un truc un peu, tu vois, stratégique, tu vois, d'une vision gouvernementale, mais c'est aussi de se dire, nous, on a notre propre écosystème digital, on a notre propre avancée technologique, et ça emmène en fait l'écosystème digital sur une autre dimension. On va avoir des équivalences, c'est-à-dire qu'on va avoir évidemment des plateformes tu vois, d'échange social, e-commerce, etc. Mais parce que la techno et parce que l'appli est plus all-in-one en termes de techno et en termes de digital, que l'expérience, en fait, à l'intérieur de la plateforme va beaucoup plus loin. Je vais te parler peut-être spécifiquement, on va commencer par le grand player, tu vois, que tous les Chinois, donc ça représente quand même, alors tous les Chinois, ça fait 1,8 milliard, tu vois, d'habitants. Et sur WeChat, je crois que tu as 1,2 milliard d'utilisateurs. Donc autant te dire que c'est l'appli qui fait partie du quotidien de tous les Chinois, que ce soit grande ville, moyenne ville, petite ville, c'est juste énormissime, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur WeChat, t'as un compte comme tu peux avoir, tu vois, un compte perso. Tu vas pouvoir faire tes chats et interagir avec ta communauté, tes amis, tes parents. Tu vas suivre des marques. Les marques ont un compte, d'accord? Toutes ces marques, skincare, cosmétiques, beauté, luxe, fashion, moto, auto, enfin bref, vraiment tout ce qui te passe par la tête, ils sont là, de toutes les catégories, marques internationales comme marques locales. Donc c'est quand même, tu vois, une énorme toile. Mmh. Et dans ces comptes officiels de marques, tu vas avoir sur un principe d'article,
en fait, du contenu qui va être généré et tu peux aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le compte de la marque au sein de la plateforme WeChat, tu vas pouvoir accéder à des live streaming. C'est le bon vieux téléachat qu'on regardait, ou que nos parents regardaient, tu vois. Voilà, sauf que c'est dans la plateforme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comptes des marques, ils ont des petits ambassadeurs qui se mettent devant une cam et qui parfois, quand il y a des grands moments de, tu vois, de consommation, comme ce qui vient de se passer là, le 11-11, c'est le fameux Single Day Shopping Festival. Je vais te raconter un peu plus de ça dans un instant. Et ben, si tu veux, les marques, elles misent énormément, elles investissent énormément. Et là, tu vas avoir, un programme entier de live streaming où tu vas avoir des ambassadeurs de la marque qui vont te raconter plein de choses. Alors nous, évidemment, et je pense sans trop de surprise, on est basé à Paris et on voulait être basé à Paris parce qu'on voulait être proche des sièges des marques. On travaille, entre autres, pas exclusivement, mais beaucoup dans le skincare. Et par exemple, on travaille avec L'Oréal La Roche-Posay. Et par exemple, tu vois, sur des activations comme ça, ils vont avoir, par exemple, tout un programme où les concurrents font un peu aussi ce même type de programme. Sur du skincare, tu vas avoir quelqu'un qui va te donner des rendez-vous. Donc, tu as un rendez-vous à 8h du matin pour la routine du matin. Tu vas avoir des invités. Donc, ils vont pouvoir inviter des dermatologistes à communiquer sur comment appliquer le produit, les bienfaits, etc. Et en fait, pour tenir en haleine quand même ton audience, parce que c'est pas que, entre guillemets, tu vas faire les vertus du produit, tu vas avoir des petits codes promotionnels. Donc, si tu suis, c'est comme t'abonner à une chaîne, tu vois. Si tu suis le truc, eh ben, tu vas pouvoir attraper les codes promo. Et là, toujours au sein de la plateforme, tu pars en e-shop. Carrément, Tu directement. vas pouvoir acheter directement sans même avoir besoin de sortir ta carte bancaire. Puisque, allié à ton profil sur WeChat, tu as ton identité, ton compte bancaire. Donc, c'est directement. Tu vois, directement. Donc, en fait, t'as même pas, tu scannes un QR code et that's it, tu vois. Donc, ça va, c'est tout ça, c'est vraiment juste un exemple, tu vois, pour t'illustrer, en fait, que tout se passe là-dedans. T'as pas besoin d'en sortir. C'est pas comme nous où on va sur Instagram et après, t'es relié sur un e-shop. Alors, maintenant, t'as le e-shop dans Insta, mais souvent, et pas toutes les marques, tu vois, tu pars sur une autre plateforme e-commerce. Là, tout est dedans. Où tu vas avoir des connexions avec les méga players en e-commerce, notamment Tmall. Tmall, c'est le Amazon chinois. Alors, c'est réducteur, même si Amazon, beaucoup de respect, tu vois, c'est super boîte et super achievement. Néanmoins, si tu veux, c'est réducteur dans le sens où, là encore, l'expérience client au sein de Tmall, elle est dinguissime. Pour en revenir à ce que je te disais, l'intégration de la technologie, tu vois, dans les applications. En fait, quand tu vas sur Tmall, il te suffit de scroller vers le bas. Donc, tu es dans la plateforme, ok? Tu scrolles vers le bas et là, tu as un accès direct en méta. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ton petit avatar Jean-François qui va rentrer dans un univers méta, qui va se promener, qui va pouvoir retrouver ses potes au sein de la plateforme, tu vois, Tmall, qui va pouvoir naviguer, qui va pouvoir, je sais pas, aller voir un concert de musique, parce qu'en fait, dans l'univers méta, il y a un concert de musique, qui va pouvoir essayer des produits, tu vois, en virtuel, qui va pouvoir aussi jouer, et en jouant peut-être, là encore, il va tomber sur des coupons promo, tu vois, des espèces de trésors qui vont lui rapporter des promotions ou je sais pas, gagner un produit plus sain, enfin, tu vois, ce genre de tactique marketing. Donc, le métavers, il a fonctionné là-bas. Là. On peut pas en dire autant d'ici. Et s'il est associé au commerce électronique, c'est d'autant plus fascinant. En pré-entrevue, tu me disais aussi, c'est majoritairement, voire complètement en mobile. Ce qu'on a discuté, imaginez le métavers sur un écran de mobile, là, quand même. C'est impressionnant. Ben, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est nous, en Occident, on dit mobile first, tu vois, parce que bah ça y est, en effet, la téléphonie, l'iPhone, le smartphone est tellement diffusé que, en effet, on fait plus que juste téléphoner. On bosse, on interagit et tout. En Chine, c'est mobile only, en fait. C'est pas mobile first. C'est-à-dire que les gens, dans leur utilisation, en fait, de device, sont concentrés avec le téléphone, mais pour tout faire. C'est-à-dire que même, si tu veux, tu vois, dans des communications professionnelles, où nous aussi, on a un mindset qui est un peu différent, de vachement passer par l'emailing, tu vois, t'as une forme de trace, tu vois, c'est plein de choses comme ça.
en Chine, tu communiques aussi pour du travail, tu vois, par WeChat. Parce que c'est beaucoup plus fluide, parce que c'est beaucoup plus... Et bien, c'est mobile, c'est Et oui, il s'en va, le marché chinois, parce qu'il doit être en évolution constante. Il est en avance sur nous à certains aspects, ou il est différent, si on veut. Mais il s'en va où? On se prépare à quoi chez Plus 86? À un futur proche, là, il y a des choses, il y a des trends importantes qui s'en viennent? Écoute, ce que on voit, nous, c'est, je te le disais, vraiment cette génération Z à laquelle on prête une attention assez particulière, parce que c'est une génération qui a quand même aspiration à un peu plus de valeur. Donc ça, c'est intéressant. Ah oui. Quand je dis valeur, ça veut dire une cause, c'est-à-dire l'environnement, l'inclusivité, tu vois, ce genre de valeur-là qui juste, tu vois, donne une forme d'accroche un peu différente. Il y a quand même vraiment une recherche d'un peu plus d'authenticité, pardon. Ouais. Et un exemple qui est un peu marrant, si tu veux, c'est que alors en Chine, globalement, utiliser un influenceur, donc on appelle ça un KOL, Key Opinion Leader, c'est une tactique, tu vois, marketing pour les marques qui a toujours un impact considérable, qui fait partie de quand tu veux atteindre certains niveaux. En Chine, sur cette génération-là, la génération Z, avec, tu vois, le rise of AI et la techno et la 3D, etc., tu as aussi maintenant beaucoup d'avatars qui font partie, tu vois, qui deviennent presque une personnalité en elles-mêmes et deviennent eux aussi des KOL en soi. Oh. Tu vois. Mais ils sont contrôlés par une compagnie ou un individu? Ils sont complètement créés par des agences, tu vois, ou des marques directement. C'était attendu, ça, oui, d'accord. Ouais, complètement. Ouais. Et en fait, dans les analyses et dans les enquêtes qui sont menées, la génération Z a beaucoup plus confiance dans l'avatar que dans la vraie personne. Quand je dis la vraie personne, dans l'influenceur qui est acteur ou chanteur ou chanteuse. La raison derrière ça, c'est qu'en fait, justement, il y a eu un tel phénomène de super popularité, tu vois, de ces influenceurs, qu'ils ont commencé un peu tous à avoir le même discours d'une marque à l'autre. Et en fait, les consommateurs jeunes se sont dit, bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de résonance, il n'y a pas beaucoup d'authenticité et de sincérité là-dedans. L'avatar, comme il est complètement créé, il est beaucoup plus affiné, il est beaucoup plus travaillé dans son esthétique, dans son discours, dans ce qu'il dit, etc., etc. Ah, c'est fou, ça. Le résultat, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup plus confiance dans un avatar que dans une personne réelle. À examiner en profondeur, on peut penser peut-être que c'est plus sécuritaire de suivre une présence virtuelle aussi, elle n'a pas de responsabilité sociale. Je sais pas, il y a quelque chose de très curieux là-dessus, c'est vraiment intéressant. Il y a pas de backlash en fait, c'est pas possible. Enfin, tu vois, ton avatar ne va jamais faire un faux pas, il est impeccable étant donné que tu vois, il est complètement créé, il y a pas de déception, alors que il y a plein de scandales qui éclatent avec des fameux tu vois, influenceurs parce que je sais pas, il y a un dérapage, et là, tout s'effondre. Et en fait, l'ampleur que ça prend derrière, c'est que évidemment, les marques, elles sont plus sécurisées, si tu veux, avec un avatar qui est complètement en maîtrise, parce qu'il n'y a pas de, voilà un peu les nouvelles dimensions dans lesquelles ça évolue en tout cas. C'est fascinant. Écoute, Daphné, c'était vraiment intéressant. Je vais inviter tout le monde à aller écouter ta conférence. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette entrevue. C'est moi, Jean-François. À bientôt. Prends soin de toi. Toi aussi. Merci. Merci. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.